Masaki Kobayashi est donc un cinéaste japonais qui est né en 1916 et qui a commencé des études d'art et de philosophie avant de subir une traumatisante expérience qui va vraiment durablement le marquer puisqu'il va être enrôlé pour la Deuxième Guerre mondiale et il va donc subir cette expérience cuisante de la défaite et d'une discipline de fer. Et c'est ce qui va le conduire à nourrir une œuvre qui va vraiment explorer cette thématique. Il commence dans le cinéma par des mélos un petit peu convenus, il répond à des commandes, mais il va se faire connaître avec une trilogie extrêmement importante qui s'appelle La Condition de l'homme et qui va être projetée entre 1959 et 61 et dans laquelle il va parler de notamment son expérience de soldat, une trilogie absolument colossale puisqu'elle atteint quasiment les 10 heures dans ces 3 volets, 9h40 au total, et qui va donc le poser comme un des futurs cinéastes sur lesquels il faut compter, qui va aussi rendre les producteurs un petit peu frileux parce qu'on voit déjà en lui une âme un peu contestataire et quelqu'un qui veut questionner l'ordre établi, mais il va tout de même réussir à poursuivre sa carrière dans la mesure où on est vraiment dans les années 60, dans un âge d'or du cinéma japonais, avec des cinéastes extrêmement célèbres comme Ozu, Kurosawa ou Mizoguchi, qui sont devenus vraiment les poules aux œufs d'or des studios et qui ont des conditions dans lesquelles ils ont toutes les latitudes et toute la liberté de création. Et il va donc profiter de ce contexte-là et s'atteler à un nouveau film. À ses côtés, il va trouver un cinéaste qui s'appelle Hashimoto, qui, lui, s'interroge sur le statut du samouraï. En fait, Hashimoto a travaillé déjà pour un grand cinéaste qu'on a vu il y a peu de temps ici, qui est Kurosawa, et notamment pour le scénario de Rashomon. Et il va faire avec lui une série de films majeurs comme Vivre, qui est un très beau film social de Kurosawa, que j'espère vous montrer ici un jour, Les 7 samouraïs, bien sûr. Et à la suite du scénario des 7 samouraïs, il a envie de creuser cette thématique du samouraï. Il se demande notamment si, parmi les 7 samouraïs, il y en avait un qui avait été emprisonné. Il sait que le sort du samouraï et son code de l'honneur fait que, suite à sa libération, il n'avait plus qu'une chose à faire, c'était justement un harakiri. Et il s'interrogeait sur les réactions qu'aurait ce personnage, les déclarations qu'il aurait à faire, l'amertume qui serait la sienne, et c'est un thème qui commence à véritablement l'intéresser. Parallèlement, il a une autre idée d'un récit qui serait la journée type d'un samouraï, durant laquelle on le voit le matin se préparer avec tout le rituel, tout ce très beau costume important, et commencer une journée dans laquelle un événement complètement anodin va porter atteinte à son honneur et va le contraindre à faire un harakiri en fin de journée, et toutes les réactions et même l'absurdité un petit peu que ça peut générer. Il va découvrir ensuite un roman donc, qui va adapter, et c'est ce roman Harakiri, et dans lequel il va donc puiser l'histoire majeure, si ce n'est que le roman est beaucoup moins contestataire par rapport à l'ordre établi et s'intéresse plus à l'amertume du Ronin et du personnage en particulier. Pour le casting, Tatsuya Nakadai, donc, qui joue le rôle principal dans Chihiro, est un fidèle de Kobayashi, puisqu'ils ont tourné ensemble La Condition de l'homme, et il est tout de suite extrêmement séduit par le script, avec une réserve néanmoins sur l'âge, puisque lui, à l'époque, il a 30 ans, et il est censé jouer un personnage qui en a 50, et il sent qu'un autre acteur serait peut-être un peu plus à même de jouer, à savoir la grande star du roman, qui est Toshiro Mifune, qu'on avait déjà vu justement dans Rashomon. Et Kobayashi lui dit qu'il a entièrement confiance en lui pour jouer ce rôle. Donc il va travailler notamment toute la diction extrêmement lente issue du kabuki, donc le théâtre traditionnel japonais, et s'entraîner aussi à la posture, qui va lui demander beaucoup de souffrance, à savoir d'être à genoux pendant la quasi-totalité du film, et qui supposera un certain entraînement. Et il est bien conscient à l'issue de ce film que c'est l'un des rôles les plus importants qu'il ait joué. Et il aura l'occasion, grâce à Kobayashi d'ailleurs, dans le film suivant, de rencontrer Toshiro Mifune dans un film tout aussi grandiose qui s'appelle Rébellion, qui sortira en 1967, et dans lequel ils jouent tous les deux. Le tournage se déroule dans des conditions tout à fait propices. Kobayashi est un cinéaste qui, comme beaucoup de cinéastes que je vous présente ici, ne supporte pas de faire des compromis et va souvent rendre un petit peu nerveux ses producteurs. Il est prêt à attendre plusieurs jours pour avoir les nuages qu'il veut derrière lui. Alors, Dieu merci, on ne voit pas beaucoup le ciel dans ce film, c'est un film qui est particulièrement tourné en studio, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui est prêt à arrêter le tournage dès qu'il y a une petite contrariété pour que les problèmes se règlent. Et il aura à le faire un certain nombre de fois, notamment lors d'un conflit entre Tatsuya Nakadai et celui qui joue l'intendant. Nakadai expliquant à celui qui joue l'intendant qu'en fait il ne l'entend pas dans ses répliques parce qu'il parle loin et sur son estrade, et l'autre lui dit écoute, tu te débrouilles, mais on n'est pas au théâtre, on est au cinéma et moi je parle comme je parle. Et donc Kobayashi dit écoutez, j'arrête le tournage pendant 3 jours, le temps que vous vous mettiez d'accord sur le volume sonore adéquat.
et quand il revient, au bout de 3 jours, ils ont réglé le problème. Voilà la manière dont ils gèrent les conflits, et ça va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. C'est un tournage qui va donc se dérouler majoritairement en studio, avec quelques sets d'extérieur qui, là, pour le coup, seront plus exigeantes en termes climatiques et de météo notamment. À l'issue de ce tournage, le film est donc sélectionné au Festival de Cannes de 1963, et il va susciter un certain nombre de réactions, notamment la fameuse scène de seppuku au bambou, qui est quand même particulièrement éprouvante. Il y a des sifflets dans la salle, et à ce moment-là, Nakadai et Kobayashi se disent que le film va vraiment se faire descendre, mais en fait, il finit par vraiment une ovation. Et pendant la quasi-totalité du festival, on le considère vraiment comme un favori pour la Palme d'Or. Mais ce n'est pas lui qui l'obtiendra, ce sera finalement Visconti avec Le Guépard, qui est présenté la même année, qui aura la récompense suprême. Il n'empêche que ça reste un des grands films présentés cette année-là, et il restera aussi dans les mémoires. Comme je vous le disais, il poursuivra donc avec Rébellion, mais avant ça, il va faire un film assez atypique qui s'appelle Kwaidan, et qui est son premier film en couleur, et l'un de ses seuls en réalité, qui est une grande fresque de 3 heures avec plusieurs récits qui se succèdent, et dans lequel il va faire cohabiter la peinture, la musique, donc pas mal de contes un peu fantastiques, un film qui n'aura pas beaucoup de succès, et il reviendra donc au Shambara, le film de sabre et de samouraï, avec Rébellion, qui lui est une très grande réussite. Il va assez décliner dans les années 70, notamment à la suite de la banqueroute du studio de Kurosawa, suite à son premier film aussi, lui en couleur, qui s'appelle Dodeskaden, qui a été vraiment un gouffre financier et qui a entraîné avec lui un certain nombre de ses collaborateurs. Et donc il fera certains films pour la télévision, et il arrêtera au milieu des années 80 avant de décéder en 96. Mais il a une fin de carrière qui a vraiment sombré dans l'oubli, et des films que personne n'a véritablement vus et qui n'existent plus aujourd'hui, du moins dans le circuit international. Donc, le premier élément qu'on peut évoquer concernant le film Harakiri, c'est la question du code. C'est un film qui va plier son esthétique à cette question de la manière dont des individus adoptent un code, ici en l'occurrence le Bushido, le code du samouraï, et toute la première partie particulièrement va montrer comment on met en image ce qui reflète une époque et ce qui reflète un statut. La lenteur que vous avez au départ et cette voix très gutturale, cette solennité, va générer une mise en scène vraiment particulière, cérémoniale, une grande solennité, qui va trancher en réalité avec ce que faisait jusqu'à présent Kobayashi. Dans la trilogie, on a une réflexion assez similaire sur le rapport au pouvoir, donc là beaucoup plus contemporaine, puisqu'il évoque la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est au XVIIe siècle. Il n'empêche que c'est un cinéma dans lequel on a une plus grande exacerbation des sentiments, tandis que là, tout va être mis en sourdine, et on va vraiment vous créer une atmosphère extrêmement hiératique. Elle est soulignée par la musique qui est une musique assez étrange, dans laquelle vous n'avez pas beaucoup de mélodies, dans laquelle on va mélanger les instruments traditionnels, et le compositeur Takemitsu est un compositeur qui travaillera plus tard aussi pour Kurosawa, sur Ran notamment, a pour coutume de mélanger des instruments traditionnels japonais et d'autres plus occidentaux. Et ici, c'est vrai qu'on a une musique qui est très minimaliste, assez expérimentale, et qui ajoute à cette tonalité très singulière, où il s'agit de casser le code de ce qu'on pourrait considérer comme du grand spectacle, et qui va devenir un élément assez aussi surprenant pour le public occidental. Vous avez expliqué ça au moment du ciné-club de Rashomon. À partir donc Rashomon, c'est en 1950, on a vraiment le public occidental qui découvre le cinéma japonais et qui va être bien entendu attiré par tout ce qu'il a à proposer de non occidental. Notamment cet attrait pour le code des samouraïs, mais aussi ce théâtre de la cruauté. Et là, pour le coup, il va être servi avec Harakiri. Et on va jouer aussi sur cette codification-là et projeter vraiment un élément culturel très singulier. Et dans cette fixité et dans ce cadre-là, on va faire arriver 2 personnages qui vont être les éléments uniques, les individus contre une collectivité. Et cette collectivité va tout faire de les effacer, de les dévorer. Le premier en le forçant à faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu, et en prétextant évidemment qu'il s'agit de l'application d'un code qu'il avait lui-même demandé, et le deuxième, dans le premier récit en tout cas, en tentant de le dissuader, et là aussi de l'éjecter de ce clan pour pouvoir continuer de façon immobile.
C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que Motome, donc le gendre, et Anshiro, le beau-père, demandent tous les deux la même chose. Ce qui montre encore aussi ce caractère immuable, ce rituel qu'est le harakiri, et dont on dit qu'on commence à perdre un petit peu la trace, que c'est devenu un pur symbole, et on montre comment finalement c'est la dernière chose à se rattacher pour pouvoir perpétrer une tradition. Donc c'est un film, évidemment, qui est un film sur le pouvoir, et sur la manière dont on va montrer des individus qui se confrontent à un clan, à un système qui va les regarder de haut et qui va surtout faire en sorte de les écraser pour que rien ne bouge. C'est particulièrement dans la manière de filmer les espaces. Dans les premières scènes qu'on voit, et notamment dans le générique, on va vous montrer toute cette architecture typiquement japonaise, extrêmement orthonormée, très géométrique, dans laquelle d'abord les espaces sont vides, souvent filmés en plongée, pour vous montrer le cadre futur de l'action, un cadre extrêmement théâtral, et on va ensuite vous mettre des places qui vont clairement établir des hiérarchies, l'intendant en position haute et Anshiro en bas au centre en position basse. Donc à partir de là, on détermine quelles sont les figures et quelles sont les lignes de force qui sont en place, mais aussi on va vous montrer un espace qui contraint les gens. C'est un film en intérieur dans lequel on a une obscurité grandissante et des espaces qui deviennent quasiment carcéraux. Vous avez un grand travail de la composition des cadres et très souvent des visages qui se retrouvent derrière des grilles, derrière des lignes qui donnent le sentiment de barreaux de prison. Donc tout cet espace aussi va faire figurer d'autres personnages qui sont quasiment des statues, des sortes de figurants dans une cérémonie où le seul geste qu'on va voir pendant très longtemps, ce sont les inclinations, signes systématiques de la soumission au code et de la soumission aux ordres venus d'en haut. Donc tout cet espace-là va devenir de plus en plus vide, de plus en plus morbide, et la fameuse statue qui ouvre et qui ferme le film est justement l'incarnation même de ce lieu qui ressemble à une sorte de musée et dans laquelle on se prosterne devant cette incarnation du code, sachant, et c'est pas innocent, que les véritables seigneurs sont absents. Donc en fait, on est vraiment dans un lieu où, en l'absence des seigneurs, on perpétue une tradition à laquelle on ne comprend pas grand-chose, mais on le fait face à une armure vide. Et ce lieu mortifère, c'est pas innocent non plus que vous ayez donc une obscurité croissante et le fait que Anshiro, lors du duel final, enfin le duel avec le maître d'armes, traverse un cimetière pour aller rejoindre le lieu du combat. Donc il y a aussi toute cette thématique de ce lieu mortifère. En contrepoint de cette représentation des lieux du pouvoir, vous allez avoir un film social qui va vous donner à voir la vie des personnes et justement de ces individus qui vont s'opposer au clan. Et ça, on le voit à travers les récits que va proposer Anshiro. Et un paradoxe finalement, ce film Harakiri est un film qui montre deux personnes venues faire Harakiri et qui n'avaient absolument pas envie de mourir. Et qui au contraire étaient des gens qui avaient réussi à vivre et qui, privés de ce qu'est le statut du samouraï, sont devenus donc des ronins. Et que font-ils ? Ils sont privés de la légende habituelle, à savoir d'avoir des hauts faits guerriers, et ils vont devenir des êtres humains. Et on les voit notamment s'adonner à l'artisanat, à l'enseignement. On s'adresse à des enfants dans des scènes qui tranchent complètement avec ce qui peut se passer dans ce clan, à savoir rien du tout. On a l'impression que dans ce clan, vous avez juste des êtres figés, tandis que dans les demeures des individus, il se passe quelque chose, la vie surgit, l'enfant, la femme, et tout ce que ça peut avoir de spontané. Des moments dans lesquels la caméra va être un peu plus souple, et surtout des moments dans lesquels vous allez avoir un contraste saisissant entre la figure hiératique d'Anshiro qui s'adresse au clan à l'intérieur, donc avec cette voix extrêmement solennelle, et les visages que vous pouvez lui opposer lorsqu'il est complètement gaga devant son petit-fils, les sourires, les pleurs aussi, et toute cette émotion qui, justement, traditionnellement au Japon, n'est pas exprimée. Donc on travaille beaucoup ces contrastes-là. Il n'en demeure pas moins que ce qu'on vous montre de cette vie reste la plupart du temps en huis clos, et ces plans, justement, carcéraux qu'on peut voir se reproduisent aussi parce que ces gens-là sont dans une misère qui va aller croissant et Kobayashi va vous déployer à peu près tout ce qui peut arriver de pire avec les problèmes de santé, les problèmes d'argent et la misère et le déshonneur qui peuvent en découler. À partir de là, on a cette scène terrible qui est la première scène de violence qu'on peut avoir du film, celle du seppuku avec cette épée en bois et qui a beaucoup fait réagir à l'époque et qui est, selon Kobayashi, le symbole même de la violence sociale.
C'est-à-dire qu'ayant dû vendre ses lames pour essayer de survivre pour sa femme et son enfant, il n'a pas les moyens d'avoir une véritable lame et on le contraint, parce qu'on considère que c'est un déshonneur, à s'exécuter avec. Et la scène de très longue durée doit être éprouvante, non pas par goût pour le sadisme et un théâtre de la cruauté, mais pour susciter l'empathie des spectateurs, qui devront en avoir d'autant plus que tous les gens qui assistent à cette exécution n'en ont pas. Et Kobayashi a longuement réfléchi à la manière dont il devait chorégraphier cette scène, et il dit dans des entretiens qu'en fait, c'est un jour où il était particulièrement ivre, et il chancelait lui-même un petit peu, qu'il s'est rendu compte que la véritable solution, c'était qu'il tombe sur le sabre, de manière à ce qu'on puisse à la fois montrer la violence sans être trop explicite. Et il explique aussi qu'il a beaucoup travaillé la musique dans cette scène. La musique n'advient pas fréquemment, et surtout quand elle advient, c'est après de très longs moments de silence. Et alors ça, elle reproduit toute la dynamique d'un film qui est vraiment sur un principe de combustion lente. Et cette musique, assez triste, vient offrir un contrepoint et expliquer tout le caractère tragique, et ça lui évite d'être d'une pure cruauté gratuite. Pour créer dans ce système extrêmement figé qui donc dévore les individus un début de jeu, quelque chose qui vient bouger les lignes, on a tout ce principe de la narration qui va être une narration par souvenir interposé. De ce point de vue-là, le scénariste au départ explique qu'il n'apprécie pas particulièrement le concept du flashback. Il est bien conscient que généralement un flashback vient un peu alourdir, voire proposer une sorte de remplissage dans les récits, et il en a fait néanmoins l'expérience inverse quand il a écrit Rashomon. Vous vous souvenez, chaque flashback vient compléter l'histoire, et c'est un petit peu ce qui va se passer ici. En réalité, le personnage va proposer une dynamique qui est celle de la dilatation, et il va sans cesse différer le moment où il doit passer à l'acte en demandant à parler et à terminer ce qu'il a raconté. De ce point de vue-là, on est assez proche de la structure des Mille et une nuits, où raconter une histoire maintient en vie, d'une certaine façon, à la différence près qu'évidemment l'épilogue ne sera pas du tout le même, et Anshiro, depuis le départ, a véritablement prévu de mourir, et ça fait partie de son propre code de l'honneur que de le faire à la fin. En tout cas, la manière dont il va commencer à raconter va induire, là aussi, en termes de mise en scène, des éléments qui vont commencer à faire bouger tous ces plans fixes. Très régulièrement, vous allez avoir des travelling qui vont vers les visages, ou qui les quittent, ou qui vont vers les nuques, et qui annoncent ce mouvement du souvenir, et surtout les impressions que ça peut créer sur les différents interlocuteurs. Et chaque fois qu'on a un récit, eh bien, on va avoir une nouvelle version qui va venir compléter, voire contredire ce qu'on a entendu auparavant, avec deux éléments majeurs. Évidemment, Motome, qui, la première fois qu'il est vu, peut être considéré comme un pleutre, comme un lâche, celui qui aurait essayé de profiter de cette espèce de coutume qui est en train de se mettre pour faire l'aumône. Et la deuxième fois, tout le récit sur qui il est réellement, et qui est complètement ignoré par les riches privilégiés qui sont à l'intérieur du clan, justifie beaucoup de choses, surtout le fait que le délai qu'il voulait consistait simplement à aller dire adieu aux siens avant de venir faire ce qu'il s'était engagé à faire. Le deuxième élément, c'est bien entendu cette exigence d'avoir accès aux meilleures lames pour être achevé, et qui va créer un effet d'attente avec cette révélation sur, évidemment, le sort qu'il a fait subir à ces trois personnes. Donc, à chaque fois, le récit encadré va venir déstabiliser les auditeurs du récit encadrant, gratter le vernis de la surface et montrer leur indifférence, leur absence de pitié, et ensuite leur lâcheté et le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur du code qu'ils prétendent incarner. Et ces différents éléments-là créent une tension croissante qui permet à Anshiro d'avoir une place extrêmement importante. À noter, et ça c'est assez intéressant, que l'homme qui raconte son histoire, non seulement, on l'a déjà dit, mais raconte une histoire humaine à des gens dénués d'humanité, mais tout simplement raconte une histoire à des gens qui n'ont pas d'histoire. Il le dit, c'est au bout de 16 ans d'inactivité qu'il reprend du service, et il explique que celui avec lequel il combat n'a pas l'expérience de la guerre et ne sait pas qu'une lame peut se briser. Donc lui, en tant que vétéran, a connu la guerre,
Il a une histoire, il a une incarnation. Ceux à qui il s'adresse ne sont que des figures, toujours dans cette idée d'un musée, et ils n'ont pas de fait d'armes dont ils puissent s'honorer. Donc celui qui raconte des histoires raconte non seulement son histoire pour enrichir les gens, raison pour laquelle on dit cette phrase très importante, au seuil de l'éternité, cet homme peut nous apprendre des vérités profondes, oui, et à plus d'un titre. Et cette leçon-là est aussi l'opposition que Kobayashi va faire entre l'homme, donc les valeurs humanistes, et un code qui, lui, pour le coup, est devenu vide de sens. Ce qui fait que le personnage d'Anshiro, qui vient en ayant absolument tout perdu et vient pour mourir, va progressivement prendre une place qui est une place de plus en plus forte et de plus en plus puissante. On est dans une structure quand même assez intéressante parce que du point de vue du récit traditionnel, on n'a pas du tout la codification habituelle. Anshiro est un personnage qui n'a pas de quête, il est arrivé à la fin. Ce n'est pas quelqu'un qui va se battre contre ses passions ou contre son destin, bien au contraire, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à attendre de l'existence et qui vient simplement, à la fin, proposer quelques voies de sortie à ceux à qui il reproche tout ce qui s'est passé. Et dans leur inflexibilité, dans leur intransigeance, ces interlocuteurs vont à chaque fois refuser. Et de la même façon, le samouraï tel qu'on le voit, qui d'ailleurs n'est pas un samouraï, c'est un ronin, puisque justement on est dans cette période de paix, le samouraï est désinvesti de tout ce qui fait d'habitude, dans le film notamment de samouraï, toute sa grandeur. À savoir sauver la veuve et l'orphelin, avoir une quête à accomplir et aller affronter des gens qui sont à l'inverse du code, soit un seigneur qui serait passé du côté obscur en ne respectant plus le code, soit des bandits. Et là, je vous renvoie à toute l'intrigue, par exemple, des 7 samouraïs. Et donc, on rétablit la justice. Ici, rien de tel. L'adversaire d'Anshiro, c'est le système lui-même. Et c'est le propos même de Kobayashi. Kobayashi le dit, en fait, au terme de sa filmographie, il dit, en fait, je me rends compte que j'ai toujours défié l'autorité et j'ai toujours traité de la résistance à l'ordre établi. Bien entendu, il faut faire des liens entre ce que Kobayashi raconte du Japon de l'ère Edo et de ce que lui a vécu en 1945, puisque cette ineptie du code, de ce fameux sens de l'honneur, renvoie à la manière dont, effectivement, il a vu une absurdité totale, des gens qu'on envoyait au massacre, alors qu'on savait très bien que la guerre était déjà perdue, mais qu'un sens de l'honneur hérité des samouraïs justifiait d'aller sacrifier. Donc cet élément, évidemment, il est absolument central. Et on va avoir donc un personnage qui va prendre le code à son propre jeu. Et c'est aussi là que c'est très finement écrit. C'est-à-dire que Anshiro est en réalité celui qu'on considère comme un ronin, celui qu'on considère comme un imposteur, comme un mendiant, etc. C'est celui qui incarne le plus le code. Et il va se servir aussi de ce code pour contrer le système, notamment en obligeant les gens à l'écouter. On voit à quel point, à de nombreuses reprises, il dit « j'ai des droits, je ne suis pas un criminel, donc j'ai des droits », et en jouant aussi sur l'idée que le déshonneur ultime, c'est celui de couper le chignon de ses adversaires, qui, eux, devraient justement faire harakiri suite à ce déshonneur. Donc, en travaillant à l'intérieur du système, il va pouvoir clairement le dynamiter, ou alors montrer que ce système ne fonctionne pas. Et c'est en cela que Anshiro va devenir une sorte de véritable metteur en scène, une figure centrale. Et de ce point de vue-là, la mise en scène, là aussi, est extrêmement fine parce qu'elle va abolir tout le système hiérarchique spatial qu'on avait au départ. Tous les plans d'ensemble, au départ, vous montrent clairement l'intendant en position haute et Anshiro à genoux en position basse. Et plus on avance dans le film, plus les cadrages vont vous montrer un champ contre champ où il semble être à la même hauteur, et progressivement une caméra qui va aller en légère contre-plongée sur Anshiro pour lui donner de plus en plus d'importance, et il domine absolument tout, puisque plus il parle, plus il incarne la raison, la justice, l'honneur, tout ce qui fait défaut à l'intendant notamment et à tous ceux qui l'entourent. À partir de là, on va avoir un personnage qui, en réalité, tout en prétendant être encerclé, vous avez certains plans où on le voit parler et on a en arrière-plan les lances comme s'il était vraiment sur le point d'être exécuté à chaque fois qu'il dit un mot, mais c'est celui qui dirige les débats. On a souvent ce geste où il arrête les événements, c'est lui qui les dirige, où il exige des choses et il induit des mouvements tout autour de lui, parce qu'en fait, tout ce qui se passe obéit à sa codification et le rituel va se passer tel que lui l'a prévu depuis le départ.
Et à partir de là, on va avoir aussi dans sa prise de parole une véritable évolution. Vous avez remarqué la manière dont il répète ces « oh » comme ça, assez régulièrement. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Quand on revoit le film, on comprend que ce sont des moments profondément ironiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui dit « Est-ce que vous connaissez cette personne ?» Non, je ne la connais pas, mais il y a ce « oh » d'abord qui nous indique qu'on va être dans un sous-entendu. Et évidemment, chaque fois qu'on lui annonce qu'un des hommes qu'il a exigé est malade, il y a cette même expression-là qui s'étonne de l'absence de ces gens-là et de 3 personnes le même jour. Quelle coïncidence. Et à ce « oh » va succéder un rire qui va être de plus en plus franc. 妙なことも。Et jusqu'à cette prise de parole très claire, où il va affirmer non seulement que le code n'est qu'une façade, 所詮武士の面目などと申す者は、単にその上辺だけを飾る者。世まいごとはそれだけか。世まいごと。武士の面目とは所詮、上辺だけを飾る者と申したいのか。さよう。mais ensuite que le code surtout du clan Li n'est qu'une façade. 井伊家のご家風も所詮、武士の面目の上辺だけを飾る者。Et là, on va être évidemment dans l'affrontement ouvert. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un film de samouraï, c'est-à-dire du Shambara, et qu'on attend normalement des combats, de la violence. On va en avoir, mais elle va être dans un cadre extrêmement singulier. Dans le film de Shambara, traditionnellement, il y a toujours cette idée d'une lenteur et d'une dilatation du temps pour faire savourer le moment où on va avoir une explosion de violence. Là, elle est portée à son paroxysme parce que ça dure quasiment 1 heure et que, à la différence de la séquence du seppuku au sabre de bois, il n'y a aucun moment de violence avant un très long moment. Et cette séquence du premier harakiri, elle est très intéressante parce que justement, elle vient s'aborder tout ce qu'on peut attendre d'un tel film. On attend ce qu'on aura plus tard, de la chorégraphie, de la beauté, quelque chose de raffiné et dans la maîtrise des mouvements. La scène de sacrifice de Motome est une scène de violence barbare qui va susciter le dégoût et qui justement indique clairement de quoi on parle quand on parle d'harakiri, de quel type de violence on parle. Et à partir de cette scène qui ne satisfait pas le désir esthétique du spectateur, Kobayashi va reprendre les choses à zéro et va créer une lente gradation qui va nous amener vers le feu d'artifice final. On commence par des indications qui sont vraiment d'ordre visuel, extrêmement ténues, dans lesquelles on va voir une différence d'échelle de plan. Par exemple, des gros plans sur des visages, des regards qui vont de côté et qui viennent désaxer ce caractère extrêmement maîtrisé du cérémonial. Des personnages qui courent rapidement de côté pour aller chercher les gens qu'on exige, et des moments d'hésitation jusqu'à des plans qui vont être de plus en plus explicites sur des gros plans, des visages en sueur, etc. Ensuite, au niveau des mouvements à l'intérieur du cadre, ça va être exactement la même chose. Vous avez une violence qui est d'ailleurs celle un petit peu la musique, une musique dans laquelle vous avez des ruptures profondes, accentuées par ces nombreux bruits qu'il fait avec son éventail, quelque chose d'extrêmement sec. Et progressivement, on va avoir des références de plus en plus claires, que ce soit dans la manière dont les personnages mettent la main à leur sabre, reculent, se mettent dans des positions de défense et annoncent le combat, notamment par l'encerclement, qui est un moment promis avant que le récit ne reparte. Et on joue sur cette gradation pour créer une tension et nous diriger vers ce qui sera de l'ordre, à la fin, de la vengeance. Mais cette vengeance, et c'est très important de le préciser, elle est toujours différée par Anshiro parce qu'il
laisse la possibilité à ceux à qui il s'adresse de l'éviter. Il dit « reconnaissez votre erreur et je ferai ce pourquoi je suis venu ». Et le caractère intransigeant, inflexible de l'intendant, qu'il pense être évidemment la marque de la qualité de son clan, aboutira au massacre final. Et cette violence, on va enfin la voir ensuite par les derniers récits encadrés dans lesquels il va décrire les combats. Là aussi, gradation, d'abord quelque chose de très elliptique, mais qui permet enfin aussi d'aller un peu vers l'extérieur. Donc, même dans les scènes à la nuance près des jolies petites fleurs qu'on avait qui descendaient lorsque sa fille a 11 ans et son futur gendre 15, on avait une jolie scène, mais même on était toujours dans les intérieurs. Là, on va commencer à voir réellement les extérieurs, cette scène de poursuite dans la rue avec la poussière qui commence à voler, et la véritable récompense, cette scène de combat dans les hautes herbes. Où là, pour le coup, on va avoir une espèce de respiration, on a le vent, on a les herbes, la nature qui revient enfin, les nuages, le ciel, et un personnage qui va se déployer complètement et montrer évidemment de quoi il est capable. Avec un travail sur une mise en scène dans lequel les plans vont devenir obliques. On l'avait eu à quelques moments, et notamment le moment où Motome se rend compte qu'il va devoir réellement se suicider, où là, la caméra se désaxe et on était dans son point de vue. Mais là, pour le coup, c'est la mise en scène tout entière pour l'ensemble des personnages qui va jouer des obliques et créer des plans absolument sublimes et qui viennent récompenser toute l'attente du spectateur. On remarquera d'ailleurs, à ce titre, que les récits que fait Anshiro contaminent l'esthétique du récit encadrant. Par exemple, les clairs-obscurs qu'on peut avoir dans sa vie de plus en plus terrible avec les maladies, avec les larmes, les visages en sueur de son petit-fils fiévreux, de sa fille malade, progressivement, lorsqu'il parle, à l'intérieur de cette cour qui était très éclairée, vous allez avoir des zones de clair-obscur, un clair-obscur très fort aussi lorsqu'on les laisse seuls devant le cadavre de Motome qu'on leur a ramené. Eh bien, la scène dans laquelle il parle a cet éclairage lui-même. Comme si on avait une contamination. De la même façon, après la scène où il décrit le combat dans les hautes herbes, on a un vent qui souffle de plus en plus fort à l'intérieur de la cour du clan. Donc on vous montre cette façon et le pouvoir qu'a Anshiro par la simple parole et par son récit à réellement faire évoluer tout le récit encadrant et toute la structure qu'il est sur le point de faire exploser. D'ailleurs, petite anecdote, les lames lors du combat dans les herbes étaient réelles. C'était déjà interdit dans les années 60 sur les tournages, mais ça faisait mieux. Notamment, c'est ce qu'expliquait le réalisateur et les maîtres d'armes. Et c'est Nakadai qui explique ça dans des entretiens. Au niveau du poids, ça marchait mieux. Et donc lui, il était assez terrorisé. Et son adversaire lui dit, mais en fait, c'est simple, t'as qu'à te pencher quand je te tape dessus. Donc en gros, t'as qu'à combattre. Et donc cette scène a aussi cette authenticité-là. La destruction va être la destruction, évidemment, de ces lieux et de ce cadre orthonormé. Et on va voir comment, méthodiquement, tous les éléments vont contribuer à une forme de violence. Le fait qu'ils prennent ces graviers, par exemple, pour les jeter dans les yeux de ses adversaires, contribue à complètement chambouler ce fameux ordre. Vous voyez comment on ratisse après pour remettre les choses, cette fameuse esthétique japonaise. Et il va aller ensuite encore plus loin, puisque vous aviez ces très beaux plans des premières parois, où vous avez notamment cette gravure du tigre, le sigle du clan, et là, il va être maculé de sang, ou criblé de lances, etc. Et la dernière étape, c'est de faire carrément s'abattre les cloisons. Et là, pour le coup, toute cette architecture s'effondre. Et lui, il va proposer une espèce de mort extrêmement volubile et destructrice, d'abattre et de créer des voies perpendiculaires qui vont carrément casser toute l'architecture intérieure de ce clan. La destruction finale, c'est évidemment celle de l'armure, qui semblait être une présence extrêmement inquiétante, filmée en contre-plongée et quasiment fantastique. On peut s'attendre à un moment à ce qu'elle prenne la parole. Elle est vraiment filmée, surtout dans le générique du début, avec cette espèce de fumée. On la retrouve à la fin. Et là, ça devient une espèce de pantin ridicule qu'il prend contre lui, dont il se sert comme d'un vil accessoire qui pourrait éventuellement le protéger, et il la fracasse au sol pour montrer tout ce mépris et toute cette déférence qu'il déconsidère. On est dans une attitude qui est quasiment blasphématoire. Et le dernier élément, c'est le fait qu'effectivement, les gens en face de lui vont détruire le code lui-même. Le fait que déjà l'intendant dise « exécutez-le », on est sorti
de la codification rituelle, à savoir vous êtes venu pour faire harakiri, vous l'avez demandé, on le fera. Il ne tient pas cet engagement. Et ensuite, on va carrément ramener les armes à feu. Et alors là, pour le coup, c'est un déni total de toute justement cette tradition. Et c'est une façon aussi pour Anshiro de complètement gagner, puisque au moment où on brandit les armes, lui s'ouvre le ventre. Quelque chose qu'il a toujours assumé. Vous avez remarqué aussi la manière dont il fait toujours le geste pour montrer aux autres qu'il sait exactement de quoi on parle. Il mime la décapitation, il mime aussi avec la main le geste de s'ouvrir le ventre. Et ça, ce sont aussi des éléments qui viennent concrétiser ce qui n'est finalement de l'ordre que d'une tradition qu'ont oubliée et qui ne pratiquerait jamais les autres. Et pour preuve, ceux qui ont eu le chignon coupé n'ont absolument pas l'intention de le faire. Donc il est aussi celui qui vient rappeler cet élément de la cruauté et de la chair qu'est véritablement le harakiri. À l'origine, le film devait s'appeler Harakiri, journal du clan Lee. Il y avait cette question par le scénariste du journal qui ouvre et qui clôt le film. Kobayashi n'a décidé de garder que le terme harakiri, ce qui lui a d'ailleurs valu un conflit avec ses producteurs parce qu'il dit que quand même pas très vendeur comme thème et que ça allait probablement un peu refroidir certaines volontés des spectateurs. Et lui, évidemment, il a tenu bon, il a voulu le garder. D'ailleurs, petite précision, pourquoi harakiri est passé beaucoup? En fait, harakiri, c'est le terme un peu moins formel, un peu plus familier. Donc, seppuku, c'est le terme traditionnel du rituel, mais harakiri est beaucoup plus connu à l'international et c'est la raison pour laquelle ils ont gardé ce terme. Mais on considère que c'est une version un petit peu familière d'un terme beaucoup plus noble. Et donc ce journal ouvre et clôt et nous renvoie à un thème qu'on a évoqué l'année dernière pour un film qui est sorti, d'ailleurs, c'est assez intéressant de le mentionner, exactement la même année, en 1962, c'est L'homme qui tua Liberty Valance, avec cette question d'imprimer la légende. Donc on a les faits qui se sont réellement déroulés et on a ce qu'on va en garder. L'histoire écrite par les vainqueurs, et si vous regardez en plus l'histoire qu'on vous évoque au début, on parle de truite et puis d'aller faire un petit cadeau, en gros on parle de la météo, il fait beau, il ne se passe rien. Et donc, il faut maintenir un journal dans lequel il ne se passerait rien, parce que ça voudrait dire que la tradition perdure. Et on efface les traces, on nettoie tout, on remet l'armure, et on fait comme si de rien n'était. Évidemment, Kobayashi nous aura donné accès à la véritable histoire, et une histoire au terme de laquelle, et là aussi, graphiquement, c'est assez intéressant, vous avez vu les images de l'intendant, seul, dans une pièce, il entend les bruits hors champ. Il est vraiment dans une lâcheté absolue, dans des plans qui ne le mettent absolument pas en valeur, dévoré par l'obscurité et dans un état de panique qui va le conduire à renier tous les principes du Bushido, puisqu'il ment et il invente une histoire et il choque même les interlocuteurs à qui il donne les ordres. Donc on voit vraiment que, effectivement, sur le plan moral, il a absolument tout perdu. Et Kobayashi nous a donné accès à ces vérités profondes. Les vérités profondes, c'est que en temps de paix, et ça, c'est l'un des grands éléments qui est évoqué. En temps de paix, la violence, elle n'est plus d'ordre guerrier comme dans la légende, mais elle est d'ordre social. Et vous avez des décisions politiques qui mettent des milliers de gens dans la misère et dont on n'a absolument rien à faire. Et c'est quelque chose qui va vraiment faire beaucoup réagir Kobayashi, et il va en parler souvent dans ses films. Et l'autre révélation, c'est celle de la manière dont on déguise les défaites en victoire dans les livres d'histoire. Donc, Kobayashi, dans ce film, ne nous aura pas montré cette légende dorée des samouraïs, qui généralement va générer l'admiration du spectateur. Au contraire, il aura raconté une contre-histoire qui, normalement, devrait susciter notre indignation. Merci de votre attention.